Découvrons ensemble le monde merveilleux de l'enzymologie. Bonjour à tous et bienvenue dans votre premier épisode de Passe en enzymo. Passe, la chaîne de podcast qui vous aide à réviser votre première année de santé. Aujourd'hui, on va parler enfin de l'enzymologie. C'est parti. Alors, l'enzymologie, qu'est-ce que c'est? L'enzymologie, c'est l'étude des enzymes. Voilà, c'est tout, abonnez-vous. Non, allez, plus sérieusement. On va parler des enzymes. Qu'est-ce que c'est qu'une enzyme? Alors, une enzyme est en biochimie ce qu'un catalyseur est en chimie, c'est-à-dire une molécule qui me permet d'accélérer une réaction chimique. On va tout de suite faire la distinction entre ce qu'on voit en chimie, c'est-à-dire la catalyse, et ce qu'on voit en biochimie, c'est-à-dire les enzymes. Première différence et pas des moindres, la nature de la molécule. Parce que oui, bon, je vous ai dit une enzyme c'est une molécule, je ne vais pas vous embrouiller très longtemps, c'est dans la quasi-totalité des cas des protéines. Alors que en chimie, les catalyseurs, c'est plutôt des petites molécules. Donc première grande différence, les enzymes sont assez fat, c'est des protéines, donc qui dit protéines dit acides aminés, structures primaires, structures secondaires, vas-y que je te mets des hélices alpha, vas-y que je te mets des feuilles bêta, et des repliements, et des pendisulfures avec les cystéines, bref, on connaît la chanson. Structure tertiaire, structure quaternaire, bon, là j'ai pas forcément parlé que de la secondaire, avec les différentes interactions. Tant et si bien qu'on va avoir une enzyme qui sera quand même assez grosse, avec plusieurs sites. Il y aura le site actif, il y aura le site catalytique, on parlera de ça plus tard. Et au fait, quand on va parler d'une enzyme, on va, dans la quasi-totalité des cas, parler d'une protéine. On peut le préciser, toutes les enzymes ne sont pas toujours des protéines. Il peut y avoir des enzymes qui sont des ARN catalytiques. Et donc, ce n'est pas plusieurs acides aminés qui sont associés pour former une protéine enzyme. Ce serait du coup plusieurs nucléotides qui seraient associés pour former un ARN catalytique. C'est ce qu'on appelle un ribosyme. Bon, on va dire que jusqu'à ma 6e année de pharma, j'ai jamais vu d'enzyme ARN. Donc, on va rester relativement chill. On va parler que des enzymes protéiques. Donc, on va parler des enzymes protéiques et on va parler du coup de l'enzymo de façon générale. Donc, la saga en enzymo s'inscrit directement, bien sûr, vous l'aurez compris, dans la matière biochimie, mais la saga enzymologie, c'est quand même, c'est un petit peu comme la pharmacocinétique dans l'ICM, c'est une partie de la matière, mais c'est tellement spécial, c'est tellement important qu'on va en faire une saga à part. Donc cette saga va comporter 5 épisodes. Le premier épisode, c'est celui que vous êtes en train d'écouter actuellement, donc c'est l'introduction à l'enzymologie. On va parler des généralités, on va parler des enzymes, de leur pouvoir catalytique, de leur spécificité, on va parler des coenzymes, des cofacteurs, etc. Dans le cours 2, on va rentrer un peu dans le dur, on va commencer à parler de la cinétique enzymatique. Donc on va parler de Michaelis-Menten, je suis quasiment sûr que ce nom vous dit quelque chose, que ces noms d'ailleurs vous disent quelque chose. Dans le cours 3, on va faire un truc un peu plus chill, on va parler des inhibitions, les inhibitions compétitives, incompétitives, incompétitives, bref, on va pas vendre la mèche, on parlera des inhibitions des enzymes, ce qui nous permettra de parler au niveau du cours 4 des sites actifs. Donc on va parler du site actif de l'enzyme, à quoi ça ressemble, comment ça fonctionne, c'est quoi les différentes interactions qu'on peut retrouver, bref, encore une fois, on mettra pas la charrue avant les bœufs. Et enfin, on finira cette saga de l'enzymo sur le 5e et dernier cours qui parlera de la régulation. Alors la régulation, je préfère préciser maintenant, c'est une partie quand même assez importante, peut-être même aussi, voire plus importante que la cinétique. On va parler des des différentes régulations enzymatiques et on va surtout parler de l'allostérie. Je suis sûr que ce nom également vous dit quelque chose. On verra ça dans le 5e cours en enzymo. Alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être sûr d'être notifié lorsque l'épisode sortira. Et on est parti. Donc, aujourd'hui, on parle des généralités en enzymo. Ok? Donc je vous ai dit, une enzyme est en biochimie, ce qu'un catalyseur est en chimie. Ok? Fine by me. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les enzymes vont permettre d'accélérer une réaction. Mais, exactement comme en chimie, une enzyme ne vient pas modifier l'équilibre de la réaction catalysée. En d'autres termes, que je sois en chimie avec une réaction chimique catalysée par un catalyseur chimique, ou en biochimie avec une réaction chimique catalysée par une enzyme, dans un cas comme dans l'autre, la réaction est censée se dérouler. C'est juste que l'enzyme va venir l'accélérer. Alors là, vous allez me dire, bon, il est bien sympa le Michel, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de savoir si la réaction, elle prend 20 minutes ou si elle prend 2 secondes? Je suis pas à ça près, c'est pas la fin du monde. Et au fait, si. La notion de temps, on la néglige un peu trop souvent, en se disant oui, 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 mais c'est pas grave, mais je peux le faire. Oui, on peut tous tout faire avec un temps infini. Ce qui m'intéresse, c'est pas tant que ça ce que vous arrivez à faire, c'est ce que vous arrivez à faire par unité de temps. Un exemple tout bête, combien de temps il vous faut pour être millionnaire?
Bah, si vous êtes payé au SMIC, est-ce que c'est impossible de devenir millionnaire? Non, c'est pas impossible. Il suffit juste de travailler pendant des décennies et des décennies. Voilà. Et probablement après votre espérance de vie, sans avoir à dépenser quoi que ce soit. Donc oui, on va dire que c'est compliqué. Si jamais vous êtes dans la classe moyenne, combien de temps il vous faut pour être millionnaire? Bon, bah vous calculez votre salaire multiplié par le nombre de mois, etc. Si vous êtes Bernard Arnault, il faut combien de temps pour être millionnaire? Bon, généralement quelques, quelques heures suffisent. Donc en gros, ce n'est pas tant que ça, est-ce que vous pouvez le faire? Ok, on peut le faire, c'est pas la fin du monde. C'est combien de temps ça te met pour le faire? Et pareil, vous êtes en train d'écouter ce podcast, soit vous êtes en terminale, soit vous êtes déjà en première année, en passe, en LAS, peut-être même que vous êtes à l'international, coucou. Mais quelle que soit la situation, vous êtes en train de vous dire, je vais essayer de réviser tout mon programme de biochimie, de biophysique, de chimie. Oui, d'accord, tu peux le faire. Mais le but, c'est pas de savoir si tu peux le faire. Le but, c'est de savoir si tu peux le faire dans le temps imparti. Parce que oui, si tout le monde avait 5 ans pour réviser le programme, oui, on serait tous super calés, et encore d'ailleurs, hein, ça se discute. Et on pourrait comme ça comprendre tout ce qui se passe en physique, en chimie, en biophysique, en ICM, en anatomie et compagnie et compagnie. Mais la difficulté ne réside pas uniquement dans la notion de est-ce que je peux le faire, mais aussi dans est-ce que j'ai le temps de le faire. Donc voilà, petite parenthèse philosophique mise à part, l'enzyme permet d'avoir cette accélération. Je vous ai dit qu'une enzyme, c'est comme un catalyseur, donc elle permet d'accélérer une réaction, mais elle ne vient pas modifier l'équilibre de la réaction, sous-entendu l'équilibre thermodynamique de la réaction. Je vous invite à écouter le cours sur la thermo en chimie pour comprendre un peu plus c'est quoi cette notion d'équilibre. Mais même si une enzyme partage pas mal de similarités avec les catalyseurs, il y a quand même 4 grandes différences par rapport à ces derniers. Quand je dis elles partagent des similarités avec les catalyseurs, sous-entendu les catalyseurs chimiques évidemment. Première grande différence entre les enzymes biochimie et les catalyseurs chimie, premièrement c'est la nature de la molécule. Enfin, je veux dire, je me suis un peu tiré une balle dans le pied, quoi. J'ai commencé l'épisode en parlant de ça. Mais évidemment, si on parle d'une protéine, on est quand même, avec une chance quasiment de 100%, en train de parler de quelque chose qui est plus gros et qui est plus fat qu'une petite catalyse acide, une petite catalyse basique sur palladium ou sur machin. Donc on parle d'une catalyse enzymatique en parlant d'une catalyse qui est plus grande, une molécule qui est plus grande, donc la molécule qui me permet d'effectuer cette catalyse, qu'une simple catalyse chimique. Mais les différences ne s'arrêtent pas là. Il y en a 3 autres. La deuxième donc grande différence qu'il y a entre les enzymes biochimie et les catalyseurs chimiques, c'est non seulement la taille, on vient de le voir, mais c'est aussi leur pouvoir catalytique. Alors oui, je sais, dans les 2 cas, ça catalyse. Mais ça ne catalyse pas de la même manière et ça ne catalyse pas avec la même puissance. Est-ce que le bonhomme qui a la pharmacie au coin de la rue, il a de l'argent? Oui, peut-être que si on calcule l'intégralité de ce qu'il a, peut-être qu'il est millionnaire. Oui, d'accord, il est riche. Est-ce que Bernard Arnault est riche? Oui, oui, il est riche. Est-ce que les deux sont riches? Oui, mais il y en a un qui est milliardaire, l'autre qui est millionnaire, c'est pas la même chose. Ben là, c'est pareil. Les deux vont accélérer, ok, fine by me, mais il y en a un qui est à des années-lumière de l'autre. Pour vous donner une petite idée, les catalyses qu'on observe en biochimie, alors c'est pas forcément tout le temps le cas, hein, donc je vais pas trop mouiller, mais certaines réactions, si jamais elles n'avaient pas d'enzyme pour les catalyser, alors oui, hein, d'un point de vue thermodynamique, c'est possible, il n'y a pas de problème. C'est pas la thermodynamique qui pose problème, c'est la cinétique, vous l'aurez compris. Donc oui, ça peut se produire, la réaction est hexergonique, delta G est inférieur à 0, il n'y a pas de souci. Mais enfin bon, si on n'avait pas le petit coup de boost de l'enzyme, cette réaction, elle aurait pris tellement de millions d'années que c'est antérieur à la création de l'univers. Voilà, une connerie comme ça. Alors qu'avec l'enzyme, ça peut se réaliser en quelques temps. Donc, vous comprenez, j'espère que... Enfin, si vous ne l'avez pas compris, là, je remets encore une couche. Ce n'est pas simplement une question de est-ce que je peux le faire ou pas, c'est une question de est-ce que je peux le faire dans les temps. Et vous voyez que des fois, ça prend des proportions où la réaction, si elle n'était pas catalysée, ça aurait pris des millénaires, ça aurait pris des siècles, ça aurait pris des dizaines d'années. Autant vous dire que votre corps, il n'est pas là en train de se dire « Bon, j'ai besoin de faire cette réaction, ok, je le mets en attente et puis je reviendrai en l'an 4048. » Ben non, j'en ai besoin maintenant. Ou j'en ai besoin, on va dire, dans une échelle de temps beaucoup plus courte. Donc, deuxième différence, entre les enzymes et les catalyseurs chimiques, c'est cet immense pouvoir catalytique. Et il faut également parler du fait que ces enzymes agissent dans un milieu qui est quand même relativement chill.
Parce que quand on parle des catalyses chimiques, vas-y que je te mets une catalyse acide, vas-y que je te mets une catalyse basique, et puis je te mets sur du palladium, et puis je te mets avec ceci, avec cela. Donc on joue beaucoup sur les conditions de pH, sur les conditions de température, etc. Alors que l'enzyme, bah, quand on y pense, elle opère au sein de votre corps. Donc, de base, à moins que vous ayez une fournaise dont personne ne connaît l'existence, elle opère grosso merdo aux alentours de 37 degrés, avec un pH qui est relativement neutre et avec une pression atmosphérique. Donc, au fait, c'est ça qu'il y a de merveilleux, c'est que les catalyses chimiques, des fois, on est obligé de pousser un peu avec les fonctions, avec les différentes caractéristiques physico-chimiques pour se retrouver dans des milieux, mais dans des trucs de fou furieux. Alors que quand on parle de l'enzymo, quand même, hats off to you. Parce que franchement, arriver à faire un si bon résultat alors que t'es dans des conditions physico-chimiques plus ou moins normales ou du moins compatibles avec la vie, franchement, je pense que ça mérite le coup d'être remarqué. Les réactions enzymatiques se déroulent dans des conditions j'arrive plus à parler, dans des conditions relativement douces. Bien. Donc, première différence, la taille. Deuxième différence, l'immense pouvoir catalytique. Troisième différence, eh bien, la très grande spécificité. Je parle de très grande spécificité parce qu'en chimie, on va te dire, ok, je catalyse avec cette molécule ou avec cette réaction ou avec ce milieu acide ou ce milieu basique. Bon, I hate to break it to you, mais c'est pas excessivement spécifique. Hein. Je veux dire, il y a d'autres réactions qui peuvent fonctionner avec la même catalyse acide ou avec la même catalyse basique. Alors que l'enzymo, on est quand même un peu plus fidèle, voilà. Il y a une certaine spécificité qu'on observe en enzymologie, qu'on observe tout simplement pas en chimie classique, en chimie de laboratoire, quoi. Et donc, quand on parle de la spécificité de l'enzymo, il faut spécifier, il faut préciser trois spécificités. Premièrement, une spécificité de réaction. Deuxièmement, une spécificité de substrat. Et enfin, une spécificité de produit. On va regarder ça plus en détail. Pourquoi une spécificité de réaction ? Parce que si mon enzyme X s'amuse à catalyser un certain type de réaction, elle va pas se lever un matin en se disant Hey, you know what could be fun ? Je vais faire autre chose. Non. Elle catalyse toujours le même type de réaction. Si vous avez une enzyme qui fait de l'oxydoréduction, elle va pas se réveiller un matin en se disant Hey, je vais faire de l'isomérisation. Non, arrête. Je suis une enzyme de la classe oxydoréductase, je fais de l'oxydoréduction. Je suis une enzyme de la classe isomérase, je fais de l'isomérisation. Je suis une enzyme de la classe hydrolase, je fais des hydrolyses. Je pensais que j'allais dire hydrolysation. Donc en gros, il y a une spécificité dans la nature même de l'enzyme où elle ne va pas s'amuser à changer de boulot tous les 4 matins, contrairement à la catalyse chimique où tu fais une catalyse acide, ça peut te permettre de faire quand même pas mal de réactions différentes. Donc, première spécificité, la spécificité de réaction. D'un point de vue purement chimique, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que c'est de l'oxydoréduction ? Est-ce que c'est de l'oxydoréduction ? Est-ce que c'est de la ligation, de l'isomérisation, etc., etc. Deuxième grande spécificité, la spécificité de produit. La spécificité de substrat et enfin la spécificité de produit. Alors, petite parenthèse de nomenclature, quand on est en chimie, on parle de réactifs qui réagissent, on fait la petite flèche, très sympa, et on tombe sur des produits. Les réactifs à gauche, les produits à droite. Maintenant que vous êtes rentré en passe, vous avez entendu parler de la thermo, et vous voyez que finalement, les réactifs et les produits, c'est juste une appellation, parce que l'équilibre peut être dans l'autre sens, et du coup, c'est les produits qui vont donner les réactifs. Mais bon, on va pas compliquer plus que ça. En chimie, on a les réactifs, une petite flèche, ça donne les produits. En enzymo, on va parler avec autre chose. On ne va pas parler de réactifs, on va parler de substrat. Mais dans un cas comme dans l'autre, on parle grosso modo de la même chose, c'est-à-dire les ingrédients du départ qui me permettent d'avoir le truc à l'arrivée. Et d'ailleurs, ce qui est sympa, c'est que ce soit en enzymo ou que ce soit en chimie, l'arrivée, ça s'appelle toujours les produits. Donc on a réactif produit en chimie, et on a substrat produit en enzymo. Avec, je refais encore une fois la parenthèse, maintenant que vous avez compris comment fonctionne la thermo, ce n'est pas toujours les réactifs qui donnent les produits, ça peut être les produits qui donnent les réactifs. On reprend donc mon enzymo. Quand on va parler de la spécificité de substrat, ça veut dire que non seulement l'enzyme, elle va rester dans une certaine catégorie de réaction, elle ne va faire que de l'hydrolyse, que de l'isomérisation, que de l'oxydoréduction, patati patata, mais elle va pas le faire avec n'importe qui. Hein. Les enzymes, ça reste plus ou moins fidèle. Et donc, il va y avoir une spécificité vis-à-vis de l'ingrédient de départ que je vais prendre pour faire la réaction. Donc, je vais catalyser un certain type de réaction, mais avec aussi un certain type de substrat. Donc franchement, coucou la spécificité. Alors, en termes de spécificité de substrat, il faut être un peu plus honnête, on peut classifier ça en 4 grands types de spécificité.
Il peut y avoir la spécificité absolue, c'est-à-dire que l'enzyme ne reconnaît que ce substrat et elle ne réagira qu'avec que ce substrat. Donc c'est vraiment genre, c'est les âmes sœurs quoi. Je ne te connais que toi et tu es mon tout. Si je ne peux pas avoir exactement cette molécule en tant que substrat, je ne catalyse rien et ciao bonsoir. C'est par exemple le cas de l'anhydrate carbonique, qui est une enzyme, pardon, de l'anhydrase, excusez-moi, carbonique. Je force un peu. Donc l'anhydrase carbonique, qui est une enzyme qui vient catalyser une réaction dont le substrat est le CO2. Donc, si vous vous amusez à passer devant l'enzyme anhydrase carbonique en lui disant Hey, tu veux pas prendre cette molécule-là, elle va te dire non. Si c'est pas du CO2, ciao, bonsoir. Donc là, on est vraiment sur une spécificité absolue. L'enzyme ne reconnaît qu'un seul substrat. Voilà, franchement, c'est beau. C'est vraiment le mariage, quoi. Deuxième spécificité, la spécificité de groupe. Donc là, on va dire qu'on est un peu plus chill, on n'est pas en train de reconnaître qu'une seule molécule, on peut reconnaître, allez, on va dire un petit groupe de substrats, à condition qu'ils aient une structure qui soit quand même proche. Voilà, il faut que ce soit des substrats de structure identique. Là, l'exemple que je peux vous donner, c'est une enzyme qui s'appelle la lactate déshydrogénase, la LDH pour les intimes, et cette lactate déshydrogénase, elle reconnaît lactate déshydrogénase. Elle va déshydrogénaser le lactate, donc elle reconnaît le lactate. Oui, bon, la réponse était dans le nom. Mais pas que. Elle reconnaît le lactate et elle reconnaît également le pyruvate. Donc elle va reconnaître deux molécules. Donc là, on n'est pas sur une spécificité absolue, je n'en reconnais qu'un seul. On est sur une spécificité, on va dire, un peu moins contraignante, une spécificité de groupe. Voilà, je peux reconnaître plusieurs substrats dans le même groupe. Donc on va dire que la spécificité absolue, c'est un mariage... c'est quoi le mot que je cherche? Monogame, voilà. Et une spécificité de groupe, c'est un mariage polygame. La polygamie étant interdite en France. Je fais une précision, j'ai pas envie d'être accusé de faire de la promotion de quoi que ce soit. Troisième chose, la spécificité de groupe, la spécificité optique. Spécificité absolue, check. Spécificité de groupe, check. Spécificité optique. Donc là, on va parler d'une spécificité en fonction de quel isomère optique je parle. Et j'en profite pour donner la quatrième spécificité, la spécificité géométrique, en fonction de si c'est la forme cis ou de si c'est la forme trans. Donc, quand je vous parle de forme cis, de forme trans, isomère géométrique, ou je vous parle de série L ou de la série D, pour les carbones asymétriques, pour les stéréoisomères. Là, je suis tout simplement en train de vous parler du cours sur la stéréoisomérie en chimie. Si vous avez un petit problème là-dessus, n'hésitez pas à écouter cet épisode, mais dans l'ensemble, cette spécificité optique qui viendra reconnaître que la série L ou la série D, ou cette spécificité géométrique qui viendra reconnaître que la forme cis ou que la forme trans, il faut surtout comprendre c'est quoi ces notions d'isomère et c'est quoi ces notions de stéréoisomère, isomère géométrique, isomère de configuration, énantiomère, patati patata. Si vous avez quelques petits problèmes là-dessus, je vous invite à écouter l'épisode en lien là-dessus sur la chimie. Donc la chimie, c'est la petite pochette rouge. Voilà, on fait des petits codes couleurs comme on peut. La biochimie, c'est un peu jaune et la chimie, c'est un peu rouge. Voilà. C'est pas vraiment rouge d'ailleurs, c'est un peu orange. Bon, bref. Pour essayer de comprendre un peu plus cette différence entre les formes cis et les formes trans et la série D ou la série L. Ok, on revient un peu sur notre brave enzyme. Elle a une spécificité de réaction, fine. Elle a une spécificité de substrat, donc soit absolue, soit de groupe, soit optique, soit géométrique, ok. Et en vrai, elle a également une spécificité de produit. Franchement, que demande le peuple, quoi. C'est vraiment le triangle absolu. Elle est spécifique à tous les endroits. Et sur la réaction, et sur avec quoi je commence, et sur avec quoi je finis. On est quand même plutôt sûr de ce qu'on fait. La spécificité de produit, pourquoi on vous parle de ça? Parce qu'en fait, il y a peu ou quasiment pas de produits annexes, entre guillemets. Je vais pas m'amuser à te dire, ok, je te fais cette isomérisation, et mode, oh tiens, il te reste ça en plus. Non. Il n'y a pas vraiment de produit en plus. L'enzyme est là pour venir catalyser une réaction. Très souvent, c'est du métabo. Et cette réaction-là, elle est faite parce que mon corps a besoin d'avoir le produit. Donc en fait, il n'y a pas vraiment d'autres produits poubelles. J'ai besoin d'avoir mon produit, je pars avec mon substrat pour avoir mon produit, ou pour avoir mes produits, d'ailleurs je précise. C'est pas toujours deux substrats qui vont donner un produit, ça peut être un substrat qui donne un produit, ça peut être deux substrats qui donnent un produit, ça peut être deux produits au final, voilà, il n'y a pas de règle absolue. Donc produit au singulier ou au pluriel, substrat au singulier ou au pluriel, ça dépend de la réaction. Et donc au fait, cette grande spécificité de produit, qui fait qu'il n'y a pas vraiment de produit, il n'y a pas vraiment de chute, quoi, il n'y a pas des trucs en plus, voilà, je produis que ce qu'il me faut, je produis, bon bref. Ça permet du coup d'expliquer à nouveau cette grande spécificité. Donc on rappelle, la grande spécificité en enzyme, c'est cette troisième grande différence qu'il y a entre les enzymes et les catalyseurs chimiques. Et à l'intérieur de cette grande spécificité, spécificité de réaction, spécificité de substrat et spécificité de produit. Très bien. Donc, c'est quoi la quatrième grande différence?
Et cette différence n'est pas des moindres, parce que c'est ce qu'on verra dans le 5e cours. Première différence, la taille. Deuxième différence, l'immense pouvoir catalytique. Troisième différence, la grande spécificité, ok, on vient de le voir. Quatrième différence, la capacité de régulation. Alors ça vaut pour à peu près tout ce qu'on verra en première année de santé, et même pour la suite. Quand votre corps a un certain système, que ce soit le système immunitaire, que ce soit en hormonaux, en endocrino, en ce que vous voulez, généralement, on va pas s'amuser à le laisser galoper comme ça dans les champs, en mode vas-y, fais ce que tu veux, cours. Marguerite, je sais pas, j'avais pas de nom pour appeler un cheval. Putain, c'est nul, Marguerite. Cours, Jolly Jumper, voilà, c'est mieux. Ou cours, Pegasus. Bon, bref, on arrête là. Il faut s'amuser à pouvoir le contrôler. C'est pas une question de il n'y a pas de confiance, c'est une question de il faut réussir à contrôler un système biologique. Quand on parlait en physiologie de la transmission synaptique, je vous ai dit qu'il va y avoir des récepteurs au niveau du neurone présynaptique pour pouvoir se dire perhaps j'ai libéré un peu trop de neurotransmetteurs, il serait temps de le calmer. Vous-même, vous avez ce genre de contrôle. Vous parlez, vous avez des oreilles pour entendre, alors si vous êtes ni muet, ni malentendant, ni sourd, malentendant, ni muet, si vous parlez très fort, vous allez le sentir au niveau de vos oreilles. Et donc ça vous permet de faire un contrôle en mode peut-être qu'il faut que je parle un peu moins fort. Si jamais, allez, qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre Michel, qui a une sécrétion beaucoup trop importante de testostérone, bah la testostérone va faire un rétrocontrôle négatif au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire pour dire perhaps j'ai pas besoin d'en avoir autant, et donc je vais diminuer cette stimulation de production de testostérone. Donc en fait, on a le contrôle à peu près partout. Et si on a le contrôle à peu près partout, ben, je vous le donne dans le mille, on a le contrôle également en enzymologie. Alors, ce contrôle, on va plutôt parler de régulation d'ailleurs, ça peut être une régulation par une modification covalente, c'est-à-dire que la protéine va avoir une modification post-traductionnelle qui va permettre de réguler son activité. Ça peut être par une interaction, protéine-protéine, donc l'enzyme va venir réagir avec une autre, interagir avec une autre protéine, ce qui va faire que ça va réguler son activité. On va parler plutôt de protéines régulatrices. Ça peut être tout simplement l'adaptation de la concentration de l'enzyme. C'est vrai que si j'ai beaucoup plus d'enzymes, j'aurai beaucoup plus de facilité à faire la réaction plus rapidement. Donc je peux jouer sur la concentration de l'enzyme, je peux jouer sur son interaction avec d'autres protéines, je peux jouer sur pas mal de choses. Et je peux jouer sur quelque chose qu'on appelle la régulation allostérique via des effecteurs. Je ne détaillerai pas cette notion plus en détail. Merci de la répétition. Je ne détaillerai pas cette notion davantage. On parlera de la régulation allostérique au niveau du cours 5 en enzymo. Ok, super. On a vu un petit peu c'était quoi les particularités des enzymes. Maintenant, concrètement, à quoi ça sert ? Alors évidemment, il y a un aspect de cinétique, de thermodynamique, parce qu'il faut permettre, on précise, les enzymes permettent d'accélérer les réactions, mais elles ne permettent pas de rendre une réaction possible. Elles jouent uniquement sur un côté cinétique et elles ne modifient pas la constante thermodynamique. Voilà, petite précision, quand j'ai dit cinétique, thermodynamique, il fallait garder cette précision-là en tête. Donc, les enzymes augmentent la vitesse de réaction chimique sans modifier l'équilibre thermodynamique. Voilà, on répète ça, on le répète. Allez, une dernière fois pour la route. Les enzymes augmentent la vitesse de réaction chimique, elles jouent sur la cinétique, sans pour autant modifier l'équilibre thermodynamique. Et si vous avez quelques petits problèmes, encore une fois, sur la compréhension de la notion de thermodynamique, d'équilibre thermodynamique, etc., je vous invite à écouter et à réviser les cours sur la thermo en chimie. Donc en chimie, Pastapas, c'est la petite pochette un peu orangée, et biochimie, c'est la petite pochette jaune. Voilà. On fait avec les moyens du bord. Donc, plus sérieusement, si on décide de parler du rôle des enzymes au niveau de votre corps, alors bien sûr, ça permet d'accélérer des réactions, ok, super, mais concrètement, les enzymes sont partout. Et je pense que c'est bien de temps en temps de faire un petit zoom en arrière et de voir de quoi on parle. Je vous ai dit, les enzymes, c'est quasiment tout le temps des protéines. Ok, fine. Sauf qu'on a vu dans le cours 1 en biochimie sur Pastapas que la biochimie, donc la chimie du vivant, c'est essentiellement 4 grandes familles de macromolécules, les lipides, les glucides, les protéines et les acides nucléiques. Et au fait, si c'est ça qui permet de constituer le vivant est dynamique. Vous vous réveillez le matin, des fois vous êtes en train de bouger, des fois vous êtes en train de dormir, des fois vous êtes en train de faire du sport, vous vous réveillez, vous bougez, vous grandissez, il y a la croissance, il y a la vie, il y a la mort, la vie est un procédé dynamique. Et donc, il n'y a pas cette notion de stabilité absolue, il n'y a rien dans le corps qui est là et qui ne va pas bouger dans un état de perfection pendant 100 ans. On est dans un mouvement dynamique, tout change, tout bouge. Et donc, si d'un point de vue macro, au niveau de ma vie, au niveau de mon corps, les choses changent, il faut également qu'au niveau microscopique, ça change également.
Il faut qu'il y ait cet équilibre, il faut qu'il y ait ce dynamisme. Et donc, c'est bien de comprendre ça pour garder en tête que les enzymes, c'est pas un truc qui est là et qui bouge pas. Les enzymes sont des protéines. Donc, on peut venir jouer sur la production des enzymes au niveau de l'ADN qui va devenir ARN, transcription, au niveau de l'ARN qui va devenir protéine, traduction, au niveau des modifications post-traductionnelles, au niveau de l'expression du gène, au niveau de la concentration d'enzymes qu'il va y avoir. Ben, après, ça reste des protéines. Donc, qui dit protéines dit les protéines chaperonnes pour pouvoir permettre d'assurer le bon recouvrement, la bonne structure tridimensionnelle. Il faut assurer la destruction des protéines qui ne sont plus utilisées et qui doivent être détruites au niveau du protéasome. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'assez dynamique. Et la biochimie, pardon, excusez-moi, l'enzymo, c'est vraiment le ciment qui permet de comprendre toute la bioche. Parce que la bioche, quand on parle de la biologie du développement, pardon, pas la biologie du développement, quand on parle de la biologie moléculaire, donc quand on passe de l'expression du gène jusqu'à la protéine, donc ADN qui donne ARN qui donne protéine, ben ça c'est rendu possible par des enzymes. L'ADN polymérase, c'est quoi? C'est une enzyme. La tag polymérase, l'ARN polymérase, tous ces trucs-là, c'est des enzymes. Au niveau ribosomal, quand on passe de l'expression en acide nucléique vers une expression en acide aminé, quand on a cette traduction, ben c'est quoi les ribosomes? Ben c'est juste des grandes machines enzymatiques. Et pareil, quand on parle du chapitre sur la métabo en biochimie, la métabo, ok, super sauce, on parle de plusieurs réactions, la voie des glucoses, la voie des lipides, la voie des protéines, mais c'est des enzymes qui permettent de rendre ça possible. Le cycle de Krebs, pareil, il n'y a pas d'enzyme, le cycle de Krebs, il n'existe pas. Même au niveau des plantes, sur la photosynthèse, pour la digestion, pour la construction, pour la mise en réserve de certaines substances. En vrai, l'enzymo est présente partout dans la bioche. Alors, je dis pas que toutes les protéines sont des enzymes, faut pas déconner non plus, mais c'est quand même une partie excessivement importante à comprendre pour bien assimiler son programme de biochimie et pour rester en vie, en fait. L'enzymo en biochimie, c'est comme de la farine ou du sucre pour un gâteau. Vous n'êtes pas obligé de faire un gâteau avec de la farine ou du sucre, mais si vous n'en faites pas, après le gâteau est dégueulasse. Donc vous en voyez partout, et dans les acides nucléiques, et dans les glucides, et dans les lipides, et dans les protéines, et dans le passage du gène à la protéine, et dans la réplication de l'ADN, vous la voyez partout. Donc l'enzymo ne crie pas son nom, mais les enzymes sont présentes quasiment partout. Donc si on doit parler du rôle des enzymes, évidemment, ben la vie au fait. Donc assurer le métabolisme, assurer aussi bien le catabolisme que l'anabolisme, assurer cet effet on-off d'activation et d'inactivation, assurer cette cascade également de signalisation. Quand je vous dis il va avoir une molécule qui va se fixer sur son récepteur, bah c'est pas la magie du Saint-Seigneur qui fait que oh super, génial, j'ai réussi à me fixer à mon récepteur, j'ai réussi à me fixer à mon j'ai réussi à fixer mon ligand, donc automatiquement je sais qu'il faut que je rentre en division, ou je sais que je dois produire de l'interleukine 2, ou je sais que je dois capter du glucose. Non, il y a un matériel enzymatique. Une enzyme qui va venir en phosphoryler une autre, et la voie de signalisation, la cascade de phosphorylation. Quand on parle en biologie de la cascade de phosphorylation, quand on parle de la voie de Jack, quand on parle de la voie excusez-moi, quand on parle de la voie JAK-STAT, quand on parle de la voie MAP kinase, qui vient phosphoryler, kinase, quand on parle de RAF, de RAS, de toutes ces protéines qui viennent et qui se phosphorylent les unes les autres, bah, c'est des enzymes. Qu'est-ce qui permet de phosphoryler autre chose? Bah, ça veut dire que c'est une enzyme qui va permettre de rendre cinétiquement faisable cette réaction. Donc, la biochimie repose de façon indéniable sur l'enzymologie. Et la compréhension de l'importance de l'enzymo passe bien évidemment par la compréhension de l'importance des enzymes, parce que les enzymes sont présentes partout, à chaque étape et à chaque instant de la vie. Ok, bon, là je suis en train d'essayer de vous embrouiller concrètement. Que font réellement les enzymes? Ben, si on décide vraiment de regarder ça d'un point de vue beaucoup plus, beaucoup plus simpliste, en fait, les enzymes, elles sont là pour permettre de faire une conversion de l'énergie. Alors je suis d'accord, il y a plein de types de réactions, il y a plein de styles d'enzymes avec plusieurs réactions possibles, avec plusieurs substrats, plusieurs produits, évidemment. Mais si on décide de faire un truc un peu généralisé, ben, on peut dire que les enzymes sont là pour assurer la conversion de l'énergie. Je peux passer d'une énergie lumineuse pour obtenir une énergie chimique. C'est ce que font les plantes vertes au niveau de leur chlorophylle grâce à la photosynthèse. Je peux passer, un truc beaucoup plus simple, d'une énergie chimique à une autre énergie chimique, quand par exemple avec l'oxydation. Je peux passer d'une énergie chimique à une énergie mécanique, et c'est d'ailleurs ce qui est à l'origine de la motilité au niveau des fibres musculaires, bah c'est ça qui permet d'expliquer la contraction musculaire. Vos muscles, quand ils se contractent, aussi bien quand vous décidez de marcher, ou de faire de la danse, ou de faire du sport, ou de faire de la muscu, ou de faire quoi que ce soit,
Bah, il y a quelque chose de physique qui se passe, mais ça passe d'une énergie chimique. Vous pouvez converser votre énergie... Ça se dit converser? Vous pouvez, pardon, convertir, excusez-moi, votre énergie chimique en énergie électrique, avec notamment les pompes à ions, le Na+, le K+, le H+, le Ca2+. Tout ça, c'est le fait de pouvoir transformer une énergie chimique en une énergie électrique, avec tout ce qu'on voit sur le potentiel d'action, les potentiels membranaires, etc. Et bien évidemment, on peut convertir directement l'énergie chimique en chaleur. Petite précision, j'ai dit converser, oui, ça se dit converser, mais ça veut dire parler, ça veut pas dire convertir. Bref. Donc, les enzymes ont un rôle permettant de convertir, voilà, on va utiliser le bon mot, de convertir l'énergie. Et donc là, vous me voyez venir avec mes gros sabots, si je parle d'énergie, automatiquement, allez, tape dans tes mains. Oh, non, j'ai mal tapé. Non, that's better. Quand on parle de l'énergie, on va nécessairement toujours parler de l'ATP. Vraiment, il y a des phrases un peu comme ça, un peu cliché, un peu marketing, mais c'est des phrases qu'on vous répète matin, midi et soir. Et des fois, c'est bien et de les apprendre et de savoir de quoi ça parle. Donc, quand vous étiez au collège-lycée, on vous disait un atome a autant de protons que d'électrons parce que l'atome est électriquement neutre. Voilà, c'est le genre de phrase qu'on a appris par cœur. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. L'eau bout à 100 degrés. L'ATP, c'est la monnaie d'échange de l'énergie de la cellule. C'est le genre de truc qu'on apprend et des fois, on ne le comprend pas nécessairement. Alors, si vous avez un petit problème pour essayer de comprendre le rôle de l'ATP dans les échanges d'énergie, je vous invite à écouter le cours 1 de biochimie sur l'introduction à la biochimie sur Pastapas. On parle de pas mal de choses, catabolisme, anabolisme, et on fait une parenthèse assez importante sur l'ATP. Mais si vous avez un peu la flemme de repartir sur cet épisode, pour faire très simple, l'ATP, adénosine triphosphate, il y a 3 groupements phosphates. Et en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que les groupements phosphates, c'est phosphate, donc un atome de phosphore, P, lié à plusieurs atomes d'oxygène. Et petite astuce en chimie, dès que vous avez une molécule qui finit par at, c'est que vous avez un atome d'oxygène, au moins un atome d'oxygène, qui est chargé négativement. Voilà. Éthanolate, ben, c'est de l'éthanol déprotoné, donc avec un O-. Carboxylate, c'est acide carboxylique qui a perdu un H+, donc c'est O-. Donc pareil, si je vous dis le phosphate, vous êtes quasiment sûr à 100% qu'il va y avoir au moins un atome d'oxygène chargé moins. Mais d'ailleurs, il n'y en a pas que un, il y en a au moins 2. Et donc, quand je vous dis adénosine triphosphate, c'est-à-dire que vous avez un peu contraint 3 groupements phosphates à cohabiter les uns à côté des autres, sachant que chaque phosphate regroupe pas mal d'atomes d'oxygène, qui sont tous assez delta-, on se rappelle, l'atome d'oxygène qui est très 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 électronégatif, à part le fluor, généralement il n'y a personne qui lui passe dessus, et non seulement ils sont delta-, non seulement il y en a qui sont carrément chargés moins. Ça sent un peu l'arnaque cette histoire, parce que si jamais vous vous amusez à mettre plusieurs groupements qui sont tous plus ou moins assez électronégatifs, assez électro-attracteurs, voire même quasiment chargés moins, ça va pas forcément très bien se finir. Si vous décidez de mettre plusieurs aimants du côté moins côte à côte, ils ont tous envie de se barrer. Les phosphates, c'est pareil. Vous obligez 3 groupements phosphates qui n'ont qu'une envie, c'est de tirer tous les électrons et d'être là et de dominer en règne absolu et d'avoir tous les électrons, et vous les obligez à cohabiter avec les 2 phosphates d'à côté. Clairement, on a connu plus stable dans la vie. Et c'est justement pour ça que l'ATP est important. C'est quoi la règle absolue? La règle fondamentale qu'on a fait dès le début dans le premier cours de chimie? Tout corps tend vers la stabilité. Et qu'est-ce que c'est que la stabilité? La stabilité, c'est le fait de pouvoir diminuer son énergie interne. Donc quand vous voyez l'ATP qui est en train de se bagarrer avec 3 phosphates, et les 3 phosphates sont toujours liés, mais ils n'ont qu'une envie de se barrer, c'est pas le truc le plus stable qui existe. Et justement, puisque c'est très instable, c'est très énergétique. Une très grande stabilité, c'est une très petite énergie. Une très grande instabilité, c'est une très grande énergie. Quand vous êtes en boîte de nuit avec je sais pas combien de Red Bull dans le sang en train de vous déhancher sur le dance floor sur Mylène Farmer, il est 1h30 du matin, vous avez une température corporelle qui est très élevée, vous êtes en train de bouger comme un fou furieux ou comme une folle furieuse, vous n'êtes pas vraiment dans un état de paix absolue style le petit bambou. Vous avez énormément d'énergie, vous êtes énormément excité, vous n'êtes pas du tout stable. Par contre, en rentrant de boîte de nuit, après avoir mangé un petit truc, vous êtes douché, vous êtes rentré, vous êtes mis dans votre pyjama, vous êtes en train de dormir, il est 5, 6, 7, 8 heures du mat, je ne juge pas, j'ai fait pareil. Bref, à ce moment-là, vous êtes fatigué, vous avez bien mangé, vous vous êtes lavé, vous êtes hydraté. Là, vous êtes dans votre lit, beaucoup plus calme, sans bouger, éventuellement en train d'écouter le petit bambou, ou peut-être même Pastapas d'ailleurs. Là, vous êtes stable. Quand vous avez une très grande énergie en vous, instabilité.
Quand vous avez une très faible énergie en vous, stabilité. Et tout corps tend vers la stabilité. Tout corps, même l'ATP. Donc l'ATP, vous l'obligez à avoir 3 phosphates qui n'ont qu'une envie, c'est de se barrer, et vous lui dites, vas-y l'ATP, maintenant à ton tour d'être stable. Et il te regarde en mode, oui, super, merci, mais moi j'ai 3 phosphates qui ont envie de se faire la guerre. Et donc l'ATP a envie de diminuer son énergie. Et s'il le fait, s'il le fait, c'est qu'il va laisser un phosphate partir. Puis après, il va laisser un autre phosphate partir. Et donc l'adénosine triphosphate deviendra de l'adénosine diphosphate. Phosphate, lol, parce que j'ai dit diphosphate, bon bref. Et l'adénosine diphosphate, avec 2 phosphates, va devenir l'adénosine monophosphate. 3 en libérant 1 va devenir 2, et 2 en libérant 1 va devenir 1. Donc l'ATP, c'est cette monnaie d'échange de l'énergie dans la cellule, patati patata, parce que cette énergie, en fait, elle vient de l'énergie de liaison qu'il y a entre le premier et le deuxième phosphate, et entre le deuxième et le troisième phosphate. Lorsque l'ATP va libérer un phosphate, il va libérer également l'énergie qu'il y avait dans la liaison entre le troisième et le deuxième. Et lorsque l'adénosine diphosphate va libérer un phosphate, et qui va donc se retrouver en état monophosphate, eh bien, il va libérer l'énergie qu'il y a entre le premier et le deuxième. Et là, peut-être que vous êtes en train de vous dire « Hey, est-ce que l'adénosine monophosphate, il peut libérer du phosphate pour libérer de l'énergie ?» Et la réponse est non. Ou du moins, on est à des années-lumière, enfin, j'exagère un peu, on est très loin des énergies libérées, en passant de l'ATP à l'ADP et en passant de l'ADP à l'AMP. Pourquoi ? Parce que c'est pas un phosphate qui est instable, c'est le fait d'en avoir plusieurs côte à côte. Vous avez 3 aimants côté moi, ils ont tous envie de se barrer, ok. Vous en enlevez un, il y a toujours le premier et le deuxième qui ont envie de se barrer, ok. Vous enlevez encore un autre, il vous reste qu'un seul aimant dans la main. Alors oui, il y a un peu le moins, mais on s'en fout, il n'y a personne à côté pour venir l'embêter. Donc l'ATP, c'est cette monnaie d'échange de l'énergie de la cellule, patati patata, parce qu'il possède des liaisons extrêmement énergétiques et donc extrêmement instables. Mais c'est une bonne chose qu'il soit instable, parce que ça lui permet d'être la monnaie de l'échange d'énergie. Et donc l'ATP, il est là en mode « Hé l'ATP, viens par ici ». L'ATP arrive, et il vous libère le phosphate, il vous libère surtout l'énergie qui vient avec, et cette énergie vous permettra de faire autre chose. Donc, quand on parle de ça, on comprend aussi que l'ATP, c'est une monnaie, ok, fine, mais qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre monnaie ? Qu'est-ce que vous faites avec l'argent que vous avez ? On va prendre un exemple vraiment claqué, hein. Mais si vous avez un compte bancaire, on va prendre un cas assez classique, vous avez un compte courant, et vous avez un livret A. Dans le livret A, vous mettez de l'argent de côté, vous ne le touchez pas, et dans le compte courant, c'est l'argent que vous dépensez dans la vie de tous les jours pour acheter à bouffer, le loyer, le Navigo, machin et tout. Donc, quand vous avez de l'énergie qui est sous forme ATP, c'est-à-dire que vous le mettez de côté, au fait. Vous le rangez sur l'étagère en mode, ok, reste là avec tes 3 phosphates qui ont envie de se faire la guerre, reste là avec toute cette énergie que tu stockes, et quand j'aurai besoin de toi, quand j'aurai besoin d'argent, là, je vais partir sur mon livret A pour pouvoir me faire un virement. Et quand j'aurai besoin d'énergie, je vais faire, coucou les stocks d'ATP, c'est moi, coucou, est-ce que je pourrais vous prendre... Ouais, merci beaucoup, ouais, tu m'en mets 2, merci Chantal. C'est tout, en fait. Et de l'autre côté, l'ADP, si jamais il capte un phosphate et qu'il a de l'énergie à mettre en stock, il vient se fixer avec un phosphate, ça devient de l'ATP et il devient une monnaie d'échange de réserve. Et quand l'ATP est consommé pour devenir ATP, ou qu'il est carrément consommé pour devenir AMP, il a libéré l'énergie pour faire d'autres réactions. De la même façon que votre livret A s'est vidé de son argent pour vous permettre de, de vous acheter un vélo, un pass Navigo, que sais-je encore. Donc, cette notion d'énergie, c'est pas pour dire en mode « Waouh, c'est trop énergétique, c'est trop bien ». Il faut comprendre automatiquement que ça vient avec une notion de stock, une notion de réserve, et comprendre la notion entre AMP, ADP et ATP, comprendre que même s'il y a 3 molécules, il n'y a que 2 passages, c'est un petit peu comme le métro, vous avez 3 stations mais vous faites que 2 arrêts, c'est ça qui vous permet de comprendre le rôle de l'ATP et le rôle qu'il joue en enzymo. Parce qu'encore une fois, l'enzymologie, c'est la conversion d'énergie, donc il y a quasiment tout le temps un peu d'ATP qui traîne par là. C'est pas tout le temps, mais on va dire très souvent. Ok. Est-ce qu'on n'a pas parlé d'un truc ? Au fait, oui. Je suis en train de vous embrouiller depuis tout à l'heure en mode « Ouais, alors regardez les enzymes, les caractéristiques, c'est trop bien, c'est génial. » Ok, fine. Mais on n'a pas parlé du truc le plus intéressant, en fait. Quand on vous parle d'un nouveau médicament, on va vous parler « Oh, regarde le profil de toxicité, le profil de pharmacocinétique, la qualité, la compression, la granulation, la pharmacométrie. » Je me dis « Ok, d'accord, merci. » Comment ça marche ? Je veux connaître la pharmacodynamique, je veux connaître le mode d'action du médicament. C'est la première chose qui m'intéresse.
Je dis pas que le reste n'est pas intéressant, c'est très intéressant. Mais voilà, dis-moi comment ça marche. Et j'ai l'impression que je ne vous ai pas dit le plus important. Comment ça marche concrètement l'enzyme? L'enzyme, elle permet de catalyser la réaction. Oui, oui, d'accord. Mais comment ça se passe? Ah ben, elle a une spécificité de substrat. Ok, fine. Mais elle fait quoi concrètement? Eh ben, la réponse, elle tient en à peine quelques mots. L'enzyme permet de faire cette catalyse en diminuant l'enthalpie libre d'activation. Ok, I'll back up. La première question que vous allez me poser, c'est quoi l'enthalpie libre d'activation? Ou l'énergie libre d'activation, si vous préférez. Ou l'énergie, pardon, d'activation. Donc, enthalpie libre d'activation ou énergie d'activation. C'est un peu la même chose. Eh bien, pour répondre à cette question, on va parler d'une chose très simple, la flemme. Oui, vous m'avez bien entendu, la flemme. La procrastination, si vous préférez. Si vous avez écouté le cours 1 de Pastapas en chimie, j'ai déjà expliqué cette notion qui permet aux enzymes d'expliquer leur rôle, donc pour comprendre la catalyse et pour comprendre aussi cette notion d'énergie d'activation. Parce que dans le cours 1 de Pastapas en chimie, que je vous invite à écouter, j'avais parlé du fait que, au-delà du fait que tout corps tend vers la stabilité, je me répète, j'avais parlé du fait que, au niveau de l'infiniment petit, avec les atomes, les molécules et tout, on avait pas mal de points communs au niveau humain. Au niveau humain, on a l'égoïsme, ce qui se traduit au niveau atomistique par l'électronégativité. Au niveau humain, on a des ruptures amoureuses, ce qui se traduit au niveau moléculaire par des substitutions nucléophiles d'ordre 1 et d'ordre 2. Et au niveau humain, on a ce qu'on appelle donc la flemme ou la procrastination, et ce qui peut être qualifié par l'énergie d'activation. Ok. Mise en situation. Vous avez un examen à préparer dans 2 mois, ou dans 2 semaines, ou dans 2 jours, peut-être même dans 2 minutes, et si c'est le cas, arrêtez d'écouter cet épisode et rentrez dans la salle d'examen, jouez pas avec le feu, mais vous avez quelque chose à faire. Ok. Vous êtes à 2 mois des partiels. Vous avez un peu le stress, mode « Ah, il faudrait que je me mette à bosser », mais vous n'êtes pas suffisamment stressé pour être en mode warrior et vous mettre à tout déglinguer. Donc vous attendez un peu. Et puis il reste plus que 1 mois pour le partiel. Vous êtes encore un peu plus stressé, mais vous n'avez pas vraiment franchi ce seuil. Vous n'êtes pas encore arrivé à cette étape de panique absolue pour vous mettre à bosser. Il reste 3 semaines. Non, toujours pas. Il reste 2 semaines. Il reste 10 jours. Ok, 10 jours non. Là, je devrais vraiment bouger le cul parce que sinon ça va pas le faire. Et donc, à un certain niveau de stress, vous augmentez votre stress jour après jour, et en panique, et en panique, et en panique, et en panique, et en panique. Et puis à un moment, bam, c'est bon. Vous êtes beaucoup trop instable. Vous avez atteint une instabilité, un stress, une angoisse, une excitation, appelez ça comme vous voulez, tellement importante que là vous vous mettez à bosser. Donc au niveau des réactions chimiques et au niveau des molécules, c'est pareil. Si de temps en temps je fais la feignasse, vous pouvez être sûr que les molécules elles font les feignasses aussi. Donc tant qu'elles n'ont pas vraiment l'obligation absolue de faire le truc, elles le font pas nécessairement. Et cette notion de seuil, cette notion de ok, j'ai atteint cet état de stress, j'ai atteint ce niveau d'excitation, j'ai atteint ce niveau d'énergie pour me mettre à bosser, c'est ce qui s'appelle l'énergie d'activation. D'ailleurs, la réponse est dans le nom. C'est l'énergie qu'il faut pour que vous puissiez vous activer. Or, l'énergie est indirectement liée à la stabilité. Donc au début, vous êtes un peu mi-stressé, mi-stable, vous êtes un peu en train de paniquer, puis après la panique augmente, jusqu'au point où bam, il y a trop de panique. Mais qu'est-ce qu'il y a de beau dans cette histoire? C'est qu'au début, vous êtes, on va dire, 50% stressé. Allez, c'est dans 2 mois les partiels, c'est pas la fin du monde, mais j'ai un peu la flemme. On monte. Plus les jours avancent, plus le pourcentage de stress augmente. On passe à 55%, 60, 65, 70, 75, 80, 85. Tant et si bien qu'à un moment, bim, on atteint ce chiffre. Bon, je vais pas donner de valeur chiffrée parce que ça n'aurait pas vraiment de sens, mais on atteint ce niveau. Allez, je vais donner un chiffre, pourquoi pas. 85%, on va dire. Et là, bam, vous vous mettez à stresser. Et vous vous mettez donc à travailler. Et qu'est-ce qu'il y a de bien avec ça? La procrastination, avant que vous vous mettiez à faire le boulot, c'est vraiment nul, parce que vous êtes juste en train d'accumuler du retard. Mais quand vous vous y mettez, hello boy, oh boy, are you fast? Et donc là, du coup, on va beaucoup plus vite. Enfin, qu'on soit d'accord, c'est pas une règle, c'est pas un conseil, je vous dis pas de procrastiner, de réviser le dernier moment. Mais façon de dire, quand je dis on va beaucoup plus vite, je reformule, on arrive à diminuer ce niveau de stress parce qu'on arrive à accomplir des choses. Tant ici bien que, ok, on continue, et là l'examen est passé, et vous êtes avec quel niveau de stress quand l'examen est passé? Le stress est fini, c'est bon. Vous avez bien travaillé, vous savez que vous n'allez pas avoir de rattrapage, et j'ai réussi à me stabiliser. Donc si je regarde l'image d'un point de vue dézoomé, j'ai commencé 2 mois avant avec un pourcentage de stress, on va dire à 50%, et j'ai fini le semestre avec un pourcentage de stress qui est beaucoup plus bas. Allez, je sais pas, 5%, 10%, parce que bon, on peut toujours stresser pour autre chose éventuellement.
Mais si on voit que ça, on se dit « Hey, that's fun, je suis passé de 50 à 10, c'est trop bien !» Je suis en mode « Oui, mais je suis passé de 50 à 10 parce qu'à un moment, je suis monté jusqu'à 85. » En fait, c'est le principe de la vie, c'est le principe de tout, en fait. Quand on vous parle des récits, introductions, événements déclencheurs, les péripéties, la conclusion et compagnie, bah, si on n'avait jamais eu d'événements déclencheurs, si on était toujours dans la stabilité, bah, on serait toujours dans l'introduction. Je vais vous raconter un conte de fées. Il était une fois, et c'est tout, en fait. S'il n'y a pas quelque chose qui se passe, il n'y a pas de raison que l'introduction vienne de changer. Pardon, il n'y a pas de raison que l'introduction vienne changer. Donc là, pareil. L'énergie d'activation permet d'expliquer qu'il faut atteindre un certain niveau d'énergie d'activation pour pouvoir faire la réaction. Pourquoi est-ce que je suis en train de vous embrouiller avec tout ça? Ben, j'étais en train de vous parler de l'enzymo. Et j'étais en train de vous dire comment fonctionne l'enzyme. L'enzyme fonctionne en abaissant, j'ai fait une liaison bizarre, en abaissant l'énergie d'activation, ou l'enthalpie libre d'activation, c'est kiff-kiff. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas besoin d'avoir 85% de stress, je peux juste en avoir 60. Je peux en avoir 55, je peux en avoir 50. Je diminue la hauteur du mur que je dois franchir. Parce que, évidemment, il faut que j'attende que j'arrive à cet état de stress de 85%, c'est pas demain la veille que je vais me bouger les fesses pour pouvoir bosser. Par contre, l'enzyme vient pour te dire n'attends pas de stresser autant. Regarde, je te diminue. Et comme ça, d'un coup, même si t'es encore à 2 mois dépassé, tu vas dire oh, merde, il faut que je me mette à bosser. Et du coup, au lieu d'attendre les je sais pas combien de semaines pour vous mettre à le faire, vous vous mettez à le faire tout de suite. Et comme les révisions, vous pouvez de toute façon les faire rentrer dans un créneau de 7 jours ou de 10 jours, hein, avec la procrastination, ben, plutôt que d'attendre les 6 semaines pour vous mettre à réviser une semaine, ben, vous pouvez réviser votre semaine maintenant. Et du coup, vous êtes prêt dès maintenant. Et donc la réaction est déjà finie. C'est le principe de l'enzymo. Et ce que je suis en train de vous dire sur l'enzymologie est également valable avec la catalyse. La catalyse, c'est quoi? La catalyse, c'est le fait de pouvoir diminuer l'énergie d'activation d'une réaction pour faire en sorte que la réaction se fasse dans des meilleures conditions cinétiques, en d'autres termes, que la réaction, se fasse beaucoup plus vite. Donc l'aspect cinétique, quoi. Donc, on le répète parce qu'on ne l'a jamais répété assez, les enzymes ne modifient pas l'équilibre de leur réaction catalysée. On ne touche pas au K, on ne touche pas à cette constante, pas touche, il n'y a que la température qui peut venir la modifier. Par contre, on accélère la réaction. Mais comment on fait pour accélérer la réaction? Eh bien, on accélère en diminuant l'enthalpie d'activation. Et quand cette enthalpie libre d'activation, enthalpie libre, en gros, ça veut dire énergie. Et quand cette enthalpie libre d'activation est diminuée, à ce moment-là, la réaction se fait plus rapidement. Et donc, j'ai réussi à accélérer ma réaction. Well, that wasn't so hard. Quelques petites précisions sur les enzymes avant de finir cet épisode. Premièrement, sur la nature de la réaction. Je vous ai dit, il y a des enzymes qui font de l'oxydoréduction, il y a des enzymes qui font de l'hydrolyse, Je vous ai dit, il y a certaines enzymes qui font de l'oxydoréduction, il y a d'autres enzymes qui font de l'hydrolyse, il y a d'autres enzymes qui font de l'isomérisation. En d'autres termes, si on veut s'amuser à classer les enzymes en fonction de leur type de réaction, roughly it's gonna be 7. On peut faire 7 grandes classes d'enzymos. La classe 1, ce sont la classe des enzymes permettant d'assurer des réactions d'oxydoréduction, c'est ce qu'on appelle les oxydoréductases. Bon, on n'a pas cherché midi 14h. La classe 2, ce sont des enzymes transférases. Elles viennent venir transférer un groupement d'un substrat à un autre. La classe 3, ce sont les hydrolases, c'est-à-dire qu'elles viennent utiliser une molécule d'eau, H2O, pour venir couper une molécule. La classe 4, ce sont les liases. Elles viennent lier le substrat A et le substrat B pour former un produit, A plus B, quoi. La classe 5, ce sont les isomérases. Donc au lieu d'avoir un certain substrat, je vais avoir un autre substrat. Donc je vais faire une isomérisation. Je vais changer donc la forme de mon substrat. La classe 6, ce sont les ligases. Alors je vous vois venir, mais t'avais dit les liases pour la classe 4. Oui, la classe 4, c'est des réactions de liase, ce sont les enzymes liases, donc elles font des A plus B donne AB. Alors que la classe 6, ce sont des ligases. Je commence également avec le substrat A et le substrat B, mais cette réaction de ligase a besoin d'énergie, contrairement à la liase qui se fait sans avoir besoin d'ATP par exemple. Donc la classe 6, ce sont des ligases. Et enfin la classe 7, ce sont des translocases, donc il va y avoir une translocation entre mes substrats. Donc là, on a plus ou moins résumé l'intégralité des enzymes qu'il y a au niveau du corps humain, de classe 1 à classe 7. Oxydoréductase, transférase, hydrolase, liase, isomérase, ligase, translocase. Ces 7 classes
bah, vous doutez bien qu'il n'y a pas que 7 enzymes dans le corps, hein, c'est vraiment les très 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 gros pôles. À l'intérieur de ces classes, il va y avoir des sous-classes, à l'intérieur de ces sous-classes, il va y avoir des sous-sous-classes, et à l'intérieur de ces sous-sous-classes, il va y avoir des... Non, je me fous de votre gueule. Non, il n'y aura pas de sous-sous-sous-classe. Par contre, il va y avoir plusieurs enzymes à l'intérieur. C'est un peu comme la classification des médicaments, hein. Vous vous amusez à regarder la classification ATC des médicaments. Il y a les médicaments du système, les médicaments du système nerveux, les médicaments de comment dire, les anti-infectieux. Et puis quand vous rentrez, vous détaillez, ok, c'est un anti-infectieux, ça va venir cibler quoi, ça va venir cibler ceci, ça va venir cibler cela. Et vous zoomez, vous zoomez, vous zoomez jusqu'à tomber sur là où vous êtes. Les classes, entre guillemets, c'est les continents. Puis après, au niveau des continents, ok, c'est quel pays, ok, c'est quel pays, maintenant c'est quelle ville, ok, c'est quelle ville, maintenant c'est quel quartier, etc., etc. Et donc, étant donné que l'intégralité des enzymes, enfin, il y en a plusieurs centaines, il y en a plusieurs milliers, donc on a fait ce petit... Enfin, on a fait, hein, moi j'ai rien fait du tout, hein, mais ils ont fait, ou elles ont fait, mais comme le masculin l'emporte, je pense qu'il y a dû avoir au moins un bonhomme dans l'histoire, donc on va dire ils ont fait, bon bref. Cette classification des enzymes, donc, c'est une classification selon The Enzyme Commission, donc les acronymes c'est EC, et donc au fait, vous avez ce petit code avec EC suivi de 4 chiffres. Le premier chiffre, c'est le nom de la... c'est le numéro de la classe, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, c'est oxydoréductase, 2, transférase, 3, hydrolase, 4, liase, 5, isomérase, 6, ligase, 7, translocase. Et une fois que vous avez donné le nom de la classe, vous devez donner le nom de la sous-classe, enfin le numéro de la sous-classe, puis après le numéro de la sous-sous-classe, et à l'intérieur de cette sous-sous-classe, bah, c'est l'identité de l'enzyme. Donc en d'autres termes, le numéro qu'elle a pour cette sous-sous-classe. Donc à l'intérieur de cette sous-sous-classe, il n'y en aura pas 15 milliards non plus. Et donc c'est l'enzyme numéro 1, la numéro 2, la numéro 3. On peut prendre un exemple sur allez, on va dire l'alcool déshydrogénase. L'alcool déshydrogénase qui est une enzyme qui fait partie de la catégorie des oxydoréductases, ok, donc classe 1, et qui fait partie de la sous-classe 1, CHOH donneur d'électrons, ok, donc ça fait 1.1, et qui fait partie de la sous-sous-classe 1, parce que c'est des NAD+, accepteurs d'électrons, ok, donc ça fait 1.1.1, et à l'intérieur de cette sous-sous-classe, ben, c'est la numéro 1 dans l'ordre. Donc au fait, l'enzyme EC1.1.1.1, c'est l'alcool désydrogénase. Voilà. Je pense pas qu'on va vous demander d'apprendre les codes de toutes les enzymes qui existent. Je pense pas qu'il y ait de fac suffisamment maso pour vous demander d'apprendre tout ça. Mais sachez juste que ce petit code EC, point machin, etc., comment ça fonctionne. Je ne pense pas non plus qu'il faut apprendre toutes les sous-sous-classes et toutes les sous-classes. Par contre, le numéro des classes, voilà, il y en a que 7. Bon, vous faites un effort, hein. Comme ça, au moins, si on vous donne le jour de l'examen EC 2 points quelque chose, ou 1 point quelque chose, ou 4 points quelque chose, au moins vous pouvez savoir si c'est 1 oxydoréductase, si c'est 2 transférase, si c'est 3 hydrolase, si c'est 4 liase, 5 isomérase, 6 ligase et 7 translocase. Voilà. Bon, là, il y en a que 7. Vous pouvez faire un effort. Après, perso, je ne les aurais pas appris, mais les 7, je vous invite grandement à les apprendre quand même. Ok, so, on a vu à peu près tout ce qu'il fallait savoir sur l'enzymo, on a vu la spécificité, on a vu le pouvoir catalytique, on a vu la régulation, enfin on a vu que ça pouvait exister du moins, on a vu l'énergie d'activation, les différentes classes, la nomenclature, et je vais vous raconter, juste avant de vous quitter, comme dirait Dalida, Je vais vous raconter, avant de vous quitter, l'histoire. eh bien je vais vous raconter l'histoire des cofacteurs. Alors, on finit cet épisode en beauté. On a dit qu'une enzyme, c'était très souvent, la quasi-totalité des cas, une protéine qui agit pour pouvoir permettre de catalyser une réaction. Ok, c'est bon, on a compris, promis, je le répète plus. Maintenant, ma question est simple, est-ce que toutes les enzymes arrivent à se débrouiller toutes seules? On n'est pas tous hyper doués pour faire du vélo ou pour faire de la natation. Certains ont besoin d'avoir les deux petits trous à l'arrière pour éviter de tomber en vélo. D'autres ont besoin d'avoir des brassards quand ils font de la natation. D'autres ont besoin d'aide quand ils font du sport ou d'aide pour leur vie intime. Whatever. On a tous, de temps en temps, besoin d'un petit coup de pouce. Donc il y a des enzymes qui sont suffisamment douées, suffisamment fut-fut entre guillemets pour se débrouiller toutes seules. Ok, fine. Et il y en a d'autres qui ont besoin d'un petit coup de pouce. Et ben, encore une fois, ce qui se passe au niveau de nous, êtres humains, se passe très souvent au niveau moléculaire et au niveau atomistique. Et donc, certaines enzymes se débrouillent très bien toutes seules, ok, fine, elles n'ont pas besoin d'autre chose que leur propre protéine, quoi, donc leur séquence d'acides aminés, leur séquence peptidique qui se regroupent, enfin qui se conforment pour faire une structure secondaire, tertiaire, etc. Mais il y a certaines enzymes qui ont nécessairement besoin de s'associer avec quelqu'un, avec un copain, avec un copilote, avec un coéquipier, avec un cofacteur. Donc un cofacteur, c'est une molécule qui, associée à une enzyme qui n'arrive pas à se débrouiller toute seule, me permet d'obtenir l'enzyme fonctionnelle.
Et donc, cette enzyme qui ne se débrouille pas très bien toute seule, c'est ce qu'on va appeler l'apoenzyme, APO enzyme. Et l'enzyme totale, c'est-à-dire apoenzyme plus cofacteur, ben, j'aurai le truc dans son intégralité, I have all of it, ben, ce sera la holoenzyme. Comme quand on parle de l'approche holistique, ça veut dire une approche dans sa globalité, holistique, holoenzyme, ça veut dire que c'est toute l'enzyme. Et la séquence protéique, donc l'enzyme, la partie protéique stricto sensu, plus le petit boost, le petit cofacteur qui vient faire la différence. Et apoenzyme, c'est le nom qu'on donne pour la structure uniquement protéique. Un petit peu comme quand on parle en biochimie des lipides, on va parler des lipoprotéines. Une lipoprotéine, bon, faut pas avoir fait maths sup, c'est des lipides plus des protéines. Et la partie protéique des lipoprotéines, c'est ce qu'on appelle l'apoprotéine. Bah là pareil, l'apoenzyme, c'est la partie protéique de la holoenzyme, qui est constituée de l'apoenzyme, enzyme entre guillemets non fonctionnelle, plus le cofacteur. Ok, fine. Et maintenant, la question à million d'euros, c'est quoi le cofacteur? C'est quoi cette petite sauce? C'est quoi ce petit truc, cette potion magique qui fait que toute l'enzyme, il n'y a rien. Enfin, toute l'enzyme, toute l'apoenzyme, ça marche pas, c'est nul. Par contre, l'apoenzyme, plus les deux petits trous à l'arrière, ou plus les brassards, ou plus la créatine, ou plus ce que vous voulez, d'un coup ça fonctionne. Alors vous doutez bien que c'est pas deux petites roulettes version miniature qu'on a collées à l'arrière de l'enzyme en mode wouh, ça roule. C'est quelque chose d'un petit peu spécial, enfin un petit peu spécial, c'est pas des roues du moins. Le cofacteur, il y a deux possibilités. Soit c'est un cofacteur inorganique, soit c'est un cofacteur organique. Bon, on va dire que ça va plus ou moins. Petite précision sur organique, parce que je sais qu'il y en a certains qui vont peut-être galérer quand je vais parler. Enfin, j'en ai peut-être perdu quelques-uns quand j'ai parlé d'organique. Mais quand on parle d'organique, de chimie organique, la chimie organique, stricto sensu, ça veut dire la chimie du carbone. Et comme on est essentiellement composé de carbone, bon, faut pas avoir fait 15 ans d'études pour comprendre que tout ce qu'on fait dans la chimie du vivant, les acides aminés, les alcools, les esters, les lipides et compagnie, c'est toujours du carbone. Ça tourne toujours autour du carbone. Alors que la chimie inorganique, c'est pas trop sur le carbone. C'est par exemple sur les métaux, un exemple. Donc, les cofacteurs inorganiques, c'est quoi? C'est, roulement de tambour. J'ai pas de roulement de tambour, donc j'ai fait ça sur la table. Je sais pas si ça donne bien. Attends, je le refais. Yeah. C'est pas terrible. Bon, bref. Première possibilité, les cofacteurs inorganiques donc, c'est ce qu'on appelle les ions métalliques. Alors bon, la réponse est un peu dans le nom, c'est quoi un ion métallique? C'est un ion, c'est-à-dire un atome qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons, ok, super, donc il fait qu'il a une charge. Une charge plus est un cation, parce qu'il est attiré par la borne moins cathode, et les charges, et comment dire, les ions chargés négativement, les anions, parce qu'ils sont attirés par la borne plus, l'anode. Ok, bon bref, si tu connais la chanson, tape dans tes mains. Donc ces ions métalliques-là, ça peut être l'ion ferrique, Fe3+, ça peut être l'ion cuivre, Cu2+, l'ion magnésium, Mg2+, zinc, Zn2+, le manganèse, Mn2+, bon bref, on n'est pas là pour faire toute la liste du tableau périodique. C'est des ions, donc c'est pas délirant en taille, je veux dire c'est un atome à qui on a enlevé ou on a rajouté quelques électrons. Donc d'ailleurs très souvent c'est on a enlevé, les ions métalliques qui sont souvent chargés positivement, pour pas dire tout le temps, mais je vais pas dire tout le temps parce que je suis pas sûr, mais j'ai jamais vu d'ions. Oui, je pense que tous les ions métalliques sont chargés positivement. Ces ions-là rendent l'apoenzyme active. Alors peut-être que vous êtes en train de vous dire, bon, c'est un cas un peu spécial, les enzymes qui fonctionnent avec des ions métalliques. Eh bien que nenni, parce que une enzyme sur 3 fonctionne avec des ions métalliques. Une enzyme sur 3 sans et... Attends, comment je formule la phrase? Une enzyme sur 3 est une métalloenzyme. Ça veut dire quoi, métalloenzyme? Oh, comment, Michel? La réponse est dans le nom. Métalloenzyme, une enzyme qui a besoin d'un ion métallique. Bon, voilà. Donc forcément, une métalloenzyme a besoin d'avoir cet ion métallique, donc elle est constituée d'une apoenzyme plus d'un ion, donc fer, cuivre, manganèse, soufre, pardon, pas soufre, n'importe quoi, manganèse, zinc, magnésium, etc. Donc, ce sont des ions métalliques, donc ce sont des cofacteurs inorganiques. Première catégorie des cofacteurs, les ions métalliques, qui sont loin d'être anodins parce que, encore une fois, je le rappelle, un tiers des enzymes, c'est le principe de 1 sur 3, un tiers des enzymes sont des enzymes qui nécessitent des ions métalliques, ce sont des métalloenzymes. Ok, fine. Et donc de l'autre côté, si c'est pas un cofacteur inorganique, ion métallique, c'est un cofacteur organique, c'est ce qu'on appelle une coenzyme. D'ailleurs, c'est à la fois le co de copilote, copain, coéquipier, et aussi le co de CO, composé organique. Bon, vous allez me dire qu'il y a le même co dans cofacteur, et il y a le même co dans coenzyme, donc ça vous aide pas beaucoup.
Mais bon, bref, c'est trop tard, je l'ai déjà dit et j'ai la flemme de faire le montage. Donc, en d'autres termes, les coenzymes, ce sont ces composés organiques, comme par exemple le NAD. Vous savez, quand on vous parle dans le cycle de Krebs, le NAD, le NADH, le NADHH+, qu'est-ce que c'est que ces trucs, ça m'angoisse. Ben, NAD, ça vient de nicotinamide, adénine dinucléotide. Donc, c'est quand même une assez grosse saloperie. Il y a donc, du coup un dinucléotide, il y a un noyau, adénine, nicotinamide. Bon, bref, je vous invite à taper NAD parce que j'aurais du mal à décrire une molécule à l'oral. Mais bon, hein, dites-vous qu'il y a quand même facilement 5-6 cycles dans le bazar. Donc même si on écrit NAD, ça tient pas en 3 lettres, donc c'est petit. C'est quand même assez fat. C'est d'ailleurs beaucoup plus fat qu'un ion métallique, parce qu'un ion métallique, c'est grosso merdo la taille d'un atome, alors que là, c'est quand même une assez grosse patate faite avec plusieurs d'atomes. Faite avec plusieurs atomes, j'arrive plus à parler. Donc ce sont des cofacteurs qui sont organiques, c'est ce qu'on appelle les coenzymes. Et au sein de ces coenzymes, donc au sein de ces composés organiques, on va dissocier ces coenzymes entre ceux qui arrivent à venir et à repartir assez facilement. Allez, un petit extrait musical de Claude François. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Et on va parler de ceux qui viennent se fixer et qui sont relativement stables. Donc vous me voyez un peu venir, soit ce sont des molécules qui sont aisément dissociables, soit ce sont des molécules qui viennent se fixer avec une liaison stable. Donc c'est pour ça que je dis vous me voyez venir. C'est quoi la liaison qui est stable? C'est la liaison covalente. Généralement, quand il y a une liaison covalente, à moins qu'il y ait une autre réaction un peu vénère derrière, ça reste. Ce qui n'est pas stable, c'est tout ce qui est interaction non covalente, donc les liaisons ioniques, les liaisons hydrogènes, dipôle-dipôle, dipôle-induit, les Van der Waals et compagnie, les attractions de London, les effets hydrophobes, voilà, tout ça, on va dire que c'est un peu des amourettes de vacances, hein, ça peut partir facilement, alors qu'une liaison covalente, bon, on est quand même sur quelque chose d'un peu plus vénère. Donc, quand ces coenzymes-là sont liés de façon covalente au reste de l'enzyme, donc apoenzyme plus cofacteur qui ici est une coenzyme fixée de façon permanente, enfin de façon stable du moins, c'est ce qu'on va appeler des groupements prostétiques. Donc le nom du cofacteur dans cet exemple-là, c'est un groupement prostétique comme une prothèse. Voilà, quand on vous fout une prothèse, vous n'allez pas vous amuser à l'enlever et à la remettre tous les 4 matins. À moins que ce soit une prothèse amovible. Ouais, ce qui rend ce que je viens de dire complètement absurde. Mais bon, bref, on va pas se faire chier, on va partir du principe que c'est une prothèse qu'on peut pas s'amuser à enlever, à remettre. Donc une prothèse, on la met et ça reste, pour les besoins du narrateur. Et de l'autre côté, on va donc parler des coenzymes qui sont des composés organiques, on rappelle encore une fois, mais qui peuvent venir, ça s'en va et ça revient. Allez, deuxième extrait musical. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Et donc, s'il y a cette notion de je viens assez facilement et je peux partir assez facilement, quelque part, c'est comme si c'était quoi? C'est comme si c'était un substrat, en fait. L'enzyme, elle est là, elle fait sa vie. Bon, elle attend quand même le cofacteur pour faire sa vie. Mais s'il y a quelque chose qui vient et qui repart, le substrat il vient et le cofacteur vient aussi. Donc en fait, elle accueille les deux. Le substrat va être accueilli ainsi que le cofacteur qui ici est une coenzyme. Et comme la coenzyme, au même titre que le substrat, n'est pas liée de façon définitive à l'enzyme, c'est ce qu'on pourra appeler un cosubstrat. Alors je suis d'accord, ça peut faire un peu bizarre parce qu'on a classé les cosubstrats parmi les coenzymes. Mais vous avez compris pourquoi. On l'appelle co-substrat, tout simplement parce qu'il s'en va et il revient assez facilement. Troisième extrait musical. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Donc, on récapitule, parce que là on a dépassé 1 heure et c'est déjà beaucoup trop long pour Spotify. Les cofacteurs sont des molécules qui permettent d'aider, on va parler clairement, qui permettent de rendre fonctionnelles des protéines qui, seules, ne peuvent pas assurer la fonction enzymatique. Donc ce ne sont pas des enzymes fonctionnelles. L'enzyme non fonctionnelle, c'est ce qu'on appelle une apoenzyme, qui, associée au cofacteur, permet de produire et de former l'holoenzyme, H-O-L-O enzyme. L'ensemble est donc fonctionnel et ce sera donc la protéine active. Ce cofacteur-là peut être de plusieurs natures, il peut être inorganique, c'est là qu'on va parler des ions métalliques, et c'est quelque chose d'assez fréquent parce qu'une enzyme sur 3 a besoin de ces ions métalliques, ce sont des métalloenzymes. Et si ce cofacteur-là n'est pas inorganique, il est donc organique, 2 possibilités, soit il s'en va et il revient assez facilement, non, on arrête Claude François, soit il reste de façon stable grâce à une liaison covalente. Les cofacteurs
organiques sont appelés les coenzymes. Et donc, au niveau de ces coenzymes, on va distinguer ceux qui s'en vont et qui reviennent assez facilement, c'est donc les cosubstrats, et ceux qui restent et qui se fixent de façon stable grâce à une liaison covalente, les groupements prostatiques. Voilà donc pour ce premier épisode d'introduction à l'enzymologie. On aura vu quand même pas mal de choses, et on va rentrer dans le dur du dur, ou plutôt Bon, c'est pas forcément dur d'ailleurs, on va rentrer dans la partie, on va dire, beaucoup plus... C'est quoi le mot que je cherche ? Qui sera beaucoup plus à même de vous poser des questions le jour de l'examen, je pense, que cette première partie. Ce sera donc la cinétique enzymatique. On va parler du modèle de Michaelis-Menten, on va parler du KD, on va parler de la Vmax, on va parler de la concentration de substrat, on va parler des petites équations. D'ailleurs, je ne sais pas encore comment je vais parler des équations en podcast, mais bon, on va voir, ça va être marrant. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour pouvoir être notifié lorsque cet épisode va sortir. On se dit à très vite, et moi je suis toujours disponible sur Instagram, passe.ta.passe, si vous avez des questions ou des recommandations. Je vous fais des gros bisous, et je vous souhaite un bon courage. Salut!